Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour un nouveau numéro de VooZoom consacré à la 19e journée de Première Ligue et c'est une émission un petit peu spéciale aujourd'hui parce qu'on va la consacrer essentiellement et entièrement à ce classique du football anglais. Liverpool va accueillir Manchester United, match programmé dimanche à 17h30 avec une prise d'antenne dès 17h15 en compagnie de Jean-François et de Frédéric. Bonjour. Salut Serge, bonjour à tout le monde. On est aussi accompagné par Christian qui représente Vision du jeu, mais on va d'abord parler de ce contexte, du contexte de cette rencontre. Alors j'étais étonné en préparant cette émission de voir que dans l'histoire de la Première Ligue, donc depuis 1992, c'est la 29e édition, ce n'est que la deuxième fois que Liverpool et Manchester United s'affrontent dans ce championnat en étant à la première et à la deuxième place. Là, c'est vraiment tout un symbole, puisqu'on a quand même les deux clubs qui ont gagné le plus de championnats d'Angleterre dans leur histoire, 20 pour Manchester United et 19 pour Liverpool. C'est vraiment un retour aux affaires assez incroyable, surtout pour Manchester United. C'est surtout dire que c'est un match super excitant et qu'il ne faudra pas le rater, c'est surtout ça. Je ne vais pas dire que c'est un moment d'histoire, mais enfin, par rapport aux chiffres C'est un petit peu le cas, voilà, effectivement. que tu viens de donner maintenant, il y a quand même quelque chose de très particulier dans cette rencontre. Donc, rencontre super intéressante, sans doute à voir dimanche, et puis pleine d'incertitudes en fait. Donc, on va essayer de se situer par rapport à tout ça ensemble maintenant, mais enfin, moi, je suis en tout cas très très excité à l'idée de commenter cette rencontre dimanche. Énorme rivalité, Frédéric, c'est le 175e duel en championnat, c'est le derby d'Angleterre. Et depuis cette semaine, depuis quelques jours, Manchester United a pris le pouvoir dans ce championnat. C'est la première fois que ça arrive depuis très longtemps. Et à ce moment-ci du championnat, c'est même la première fois depuis le départ de Sir Alex Ferguson. Alors quand on voit ces dernières années Manchester City qui a gagné des titres, déjà ça a fait mal à United. Quand on voit que Liverpool a gagné le titre la saison dernière, United reprend cette première place, redevient candidat au titre. C'est une véritable révolution pour les Red Devils. Ben, c'est une révolution vu le contexte. C'est vrai que ça fait 8 ans qu'ils n'avaient plus été à la première place. Et vu le contexte c'est quoi? C'est que ça fait 4 mois que Solskjaer doit être viré chaque semaine pratiquement. Et maintenant, on est en train de construire sa statue, quoi. Donc c'est vrai que ça tient à rien. Cette saison ne tient à rien. Ils sont premiers. Peut-être qu'ils seront sixième dans 3 matchs, c'est-à-dire dans 15 jours. On n'en sait rien. Donc voilà, qu'ils en profitent bien. En tout cas, c'est un signal fort. Et puis cette équipe a appris à gagner petitement, entre guillemets, au niveau des chiffres, en tout cas, le nombre de victoires par un but d'écart qu'ils ont eu. Et ça, c'est dû à quoi? Parce que la finalité, c'est quoi? C'est qu'à la fin, tu as la meilleure tactique, tu as le meilleur public, tout ce que tu veux, mais c'est les grands joueurs qui font la différence. Pour l'instant, il y a Rashford qui marque chaque fois des buts décisifs, parfois avec un peu de chance, mais je pense qu'il n'y a absolument aucune certitude, si ce n'est qu'ils vont entamer cette rencontre devant Liverpool à la première place. Mais cette année, on peut tirer aucune conclusion, quoi. En fait, en foot, il n'y a pas vraiment de vérité, si ce n'est celle du résultat du jour. Et voilà, ils en sont la preuve, mais on n'a pas fini de s'amuser, de vibrer avec ce classement. Je pense que le classement, pour l'instant, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est vrai, psychologiquement, c'est énorme. C'est énorme ce que Ole Solskjaer fait, c'est-à-dire redevenir l'entraîneur qui met Manchester United à la première place. Mourinho n'est pas arrivé, Van Gaal n'y est pas arrivé, donc voilà, c'est assez épatant et c'est ça le surréalisme du football. Bon, avoir le meilleur public cette saison, voilà, c'est pas une grosse influence évidemment, mais c'est vrai que cette équipe est étonnante. Elle reste maintenant sur une série de 11 rencontres sans défaite en championnat. La dernière défaite, c'était le 1er novembre face à Arsenal. Et Christian, ce jour-là, ils étaient 15e, les joueurs de Manchester United, et avaient de mémoire, c'était 9 points de retard sur Liverpool. Aujourd'hui, ils ont 3 points d'avance. Ça a été une évolution assez incroyable. On voit l'évolution ici au classement depuis le début de la saison. Voilà, comme tu l'as dit, là, il y a un certain moment, ils ont touché le fond avec une 14e place. Et puis, voilà, ils ont remonté progressivement. Il faut voir quand même que Liverpool s'est installé dans le top 2 à la 9e journée, comme vous pouvez le voir avec la première bande blanche. Et il a fallu attendre la 13e journée pour que Manchester United rejoigne cette deuxième place. Et pour coiffer lors de la dernière journée, Liverpool et prendre la tête du classement en Première Ligue. C'est vraiment très étonnant ce parcours, mais voilà, l'important c'est d'être premier à la fin et pas premier au début. Une remontée au classement assez impressionnante de Manchester United, mais c'est vrai que si on voit, ne fût-ce que sur les 3 derniers matchs, Liverpool reste sur une défaite face à Southampton, et puis 2 partages avant, donc une série de 3 rencontres sans victoire pour Liverpool. C'est pas arrivé souvent. Quelle a été votre impression pendant ces 3 matchs? Moi, j'ai eu l'impression quand même que cette équipe était un petit peu au bout du rouleau, mais on sait que c'est un petit peu le cas pour tout le monde, hein, pour le moment en Première Ligue. Il y a des zones de turbulence pour tous les clubs.
Mais une équipe quand même de Liverpool, déjà qui n'a pas marqué sur les 2 derniers matchs, c'est assez incroyable, 2 points sur 9, pendant que United faisait le plein, notamment avec cette victoire encore il y a quelques jours du côté de Burnley, une victoire 0-1. Votre impression d'abord sur les 3 derniers matchs de Liverpool? C'est cinglant comme infographie. Ça veut dire que pour l'instant, on a une équipe de Liverpool qui traverse une turbulence, comme d'autres équipes ont traversé des turbulences. Faudra voir comment ils vont s'en sortir. C'est peut-être le match idéal pour s'en sortir finalement, de remettre, comme dit l'expression, les pendules à l'heure dès ce dimanche. Ils vont quand même jouer à domicile où ils restent invaincus. Ils ont quand même concédé un petit partage lors du dernier match. Là, donc, oui, mais, un petit rappel, c'est la meilleure équipe à domicile, 7 victoires, un partage, et la meilleure équipe en déplacement, 7 victoires, un partage également pour les Red Devils. Et puis pour revenir sur Liverpool à domicile, c'est maintenant 67 matchs de Première Ligue consécutifs sans défaite à Anfield depuis 2017. Je dirais par rapport à ces résultats des dernières semaines, il y a aussi une influence quelque chose qui commence à peser malgré tout, qui peut-être à un moment donné n'a pas pesé. En tout cas, ils ont trouvé des solutions. C'était les nombreuses absences, la possibilité évidemment de faire tourner. On regarde dans les compositions d'équipe un petit peu de ces dernières semaines la manière dont les choses se sont passées dans ces 3 rencontres-là, et on voit bien qu'il a cherché, qu'il a tâtonné un petit peu. Matip en défense centrale, Phillips en défense centrale, l'association Fabinho-Henderson dans le dernier match. Donc, il cherche un petit peu à donner du repos à certains joueurs. Il a un trio offensif, par contre, qui ne varie pas, et il a un milieu de terrain qui aussi bouge pas mal autour de certaines personnalités, avec la rentrée de Thiago dans le dernier match, mais qui n'a pas donné entière satisfaction puisque l'équipe n'a pas gagné. Donc voilà, il recherche un petit peu pour le moment à la fois traverser je dirais un rythme infernal de rencontres sans y laisser trop de points, mais dans ce cas-ci, on voit que le bilan mathématique, il est imparable, c'est 2 points sur 9, donc pour l'instant, c'est évidemment insuffisant pour les supporters, c'est évidemment insuffisant pour Jürgen Klopp aussi, mais comme je dis, parfois, une rencontre au sommet peut parfois mobiliser en tout cas les énergies différemment. Oui, c'est le 200e match de Première Ligue pour Jürgen Klopp. Il n'a jamais perdu 2 matchs de Première Ligue d'affilée, et il n'a jamais aussi traversé une série de 3 matchs sans marquer. Ce qu'il faut remarquer, c'est que, OK, ils n'ont plus gagné depuis 3 matchs, mais ils ont marqué 2 buts en 3 matchs. Ils ont utilisé 26 joueurs. OK, donc c'est énorme pour Liverpool, parce qu'on sait que Klopp n'aime pas trop changer, sauf que mais devant, il y a eu beaucoup de blessés. Il faut d'abord dire ça, avec Van Dijk, avec Gomez, Matip maintenant qui est blessé, Diogo Jota. On est d'accord, mais ce serait quand même indécent de se plaindre quand on voit le noyau qu'ils ont. C'est vrai qu'il faut bricoler, mais moi je pense qu'il y a un facteur très important, c'est la blessure de Diogo, parce que les 3 devant ne peuvent plus souffler. Avant, il y avait Diogo qui jouait à la place de Firmino ou d'un autre, et le rendement était le même, si pas mieux, parce que ce joueur s'est adapté d'une façon extraordinaire du côté de Liverpool. Mais voilà, on ne sait plus faire souffler les 3 devant, et comme par hasard, on ne marque plus. N'oublions pas, on le répète à chaque fois, mais ça fait 2 saisons et demie que Liverpool joue en sur-régime. Et donc, ces joueurs-là, ce ne sont que des humains. Donc voilà, ça manque un peu de fraîcheur devant. Et comme on bricole derrière, voilà, c'est ce qui fait qu'on a des résultats comme cela. Je pense qu'on ne s'est pas assez rendu compte à quel point Diogo était un transfert extraordinaire et qu'il a caché pas mal de choses. Mais maintenant que les 3 devant, les 3 génies ne savent plus souffler, on voit ce que ça donne. Il y a une pénurie offensive. Il y avait d'autres solutions avant. Il y avait Divock Origi, il y a le japonais, Minamino. Origi a disparu. Comme Shaqiri aussi, peut-être. Shaqiri, il a joué en coupe. Donc ça, oui, il a joué en coupe. Qu'il va un petit peu plus Shaqiri n'est pas un buteur. Shaqiri est un bon travailleur, mais c'est pas un buteur. Ce qui a fait la différence, c'est le talent de buteur. Je crois qu'il y a Salah, je crois qu'il est à 13 buts, mais derrière, c'est le néant. Justement, Christian, qu'est-ce qu'on peut dire du bilan offensif des 2 équipes, de Liverpool et de Manchester United? Voilà, on regarde le comparatif offensif. Donc, il y a 37 buts pour Liverpool, 34 pour Man U. Donc, ça se tient quand même. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que Liverpool est beaucoup plus efficace dans le jeu dominant placé et un tout petit peu sur le jeu dominant rapide. Par contre, Manchester United, comme on l'a vu dans des émissions précédentes, ils sont vraiment efficaces dans tous les domaines, donc ils peuvent surprendre de partout, mais c'est surtout avec le jeu dominant rapide qui permet de changer le rythme, le point d'inflexion dans une action et de profiter en fait de la rapidité avec des face-à-face, justement avec Rashford, avec Martial, avec Fernandes.
Et donc, il y a une petite différence dans le choix de l'efficacité pour marquer les buts. Il y a une petite différence entre les deux, mais je dirais la grande différence du côté de Manchester United, c'est évidemment Bruno Fernandes. On en parle avec abondance maintenant depuis semaines, voire des mois. Et si on voit ne fût-ce que son bilan dans les matchs en déplacement, ça fait quand même maintenant 15 matchs. Depuis qu'il est arrivé, Bruno Fernandes, Manchester United n'a plus perdu en déplacement en Première Ligue. Et son bilan, c'est 12 buts, 7 assists sur les 15 derniers matchs en déplacement. C'est quand même un joueur qui fait la différence, même si c'est vrai qu'il y a Rashford, qu'il y a Martial, même s'il ne marque pas beaucoup cette saison. On a vu Cavani aussi marquer quelques buts importants. Il est revenu de suspension maintenant il y a quelques jours. Mais l'homme clé, vraiment, c'est Bruno Fernandes. Absolument. Pourquoi? Parce que non seulement il est bon individuellement, mais il valorise les autres, quoi. C'est un joueur tout-terrain, c'est un joueur qui a une excellente mentalité, qui n'arrête pas de courir. Et je trouve qu'il est aussi assez performant à domicile, s'il n'y a pas qu'en déplacement. Je pense que c'est les spécificités du jeu de Manchester United qui est fait pour gagner beaucoup de matchs en déplacement, puisque c'est une équipe qui aime contrer, tandis que Liverpool, eux, ils veulent récupérer le ballon dans les 30 mètres adverses. Donc forcément, il y a moins de buts sur reconversion rapide, sur jeu, je ne sais pas quoi, rapide. C'est logique, vu le football demandé par leurs deux entraîneurs. Mais c'est vrai que Fernandes, voilà, il y a des joueurs, ils sont rares comme cela, mais outre le fait des qualités individuelles, de sa faculté de transformer les pénaltys notamment, de récupérer des ballons, eh ben, tout qui est autour de lui est meilleur. Voilà. C'est un joueur rare. Ah, vous connaissez la dernière défaite en déplacement de Manchester United? Oui, c'est à Liverpool. Et à la fin de ce match-là, écoutez bien, c'était il y a un an exactement. Le 19 janvier. Ils sont battus à Liverpool et ils se retrouvent à 30 points de Liverpool au classement. En un an, imaginez le chemin. Il s'est passé beaucoup de choses à tous les niveaux. Il s'est passé beaucoup de choses depuis lors. C'est complètement ahurissant. Finalement, un an, c'est pas grand-chose. Voilà, c'est bien. Ça confirme que cette année est complètement exceptionnelle. Bon, on peut dire aussi qu'on parlait des nombreux joueurs utilisés du côté de Liverpool et une certaine rotation par club. Il y a plus de structure et plus de certitude maintenant du côté de Ole Gunnar Solskjaer. Rien qu'en défense, déjà avec Bailly et Maguire. Maguire qui a quand même trouvé sa place et qui est un véritable patron. On a vu Luke Shaw sur le côté gauche lors des derniers matchs, plutôt Wan-Bissaka, même si ça peut tourner. Dans l'entrejeu, ça change encore. On a vu Pogba être décisif il y a quelques jours, mais il y a aussi Fred, il y a aussi McTominay qui peuvent rentrer dans cet entrejeu avec Matic. Bruno Fernandes, lui, est évidemment indéboulonnable. Donc, il y a quand même des lignes beaucoup plus claires sur les derniers matchs du côté d'United. Oui, enfin, il y a beaucoup de variations quand même. Il y a des variations, mais on a l'impression que les lignes restent quand même… Enfin, il y a une structure. Oui, même s'il y a des animations ou en tout cas des dispositifs qui sont différents au départ des rencontres. Je pense par exemple, au fait d'utiliser Fernandes, comment je veux dire ça, en soutien d'un duo offensif ou de l'utiliser… comme pointe avant d'un triangle médian. Donc, c'est deux choses qui sont tout à fait différentes. Il y a une récurrence dans les derniers matchs maintenant. Par contre, par rapport à ce qui se faisait avant, c'est le retour au premier plan de Pogba aussi, qui lui joue maintenant tout le temps, alors qu'il a eu des périodes où il ne jouait pas. Et c'est autour de Pogba que ça tourne un petit peu. On a eu Pogba, Matic, Fernandes. On a eu Pogba, McTominay, Fred, avec justement dans ce match-là, Fernandes qui a joué un cran plus haut derrière deux attaquants. Derrière, on a eu contre Leicester, on a eu par exemple Lindelof à droite à la place de Wan-Bissaka. Donc oui, il y a des variations, des modifications. Je pense que ce qui a véritablement changé, c'est le retour, parce qu'on dit souvent, il y a la grande expression en football, c'est le terme de la confiance. Et je pense que la confiance a gagné les rangs aujourd'hui de Manchester United et une certaine forme de sérénité, de confiance en soi et de certitude qu'aujourd'hui, il y a moyen de faire des choses intéressantes. Ça a continué à tourner quand même. Ce serait assez compliqué au jour d'aujourd'hui, par exemple, de dire, tiens, quelle sera la composition d'équipe exacte dimanche? C'est compliqué de la donner. Elle pourrait ressembler à celle qui a commencé le match à Burnley, dans un match en déplacement face à une équipe qui est difficile à bouger, avec Pogba, Matic et justement Fernandes devant. Moi, j'ai l'impression qu'on ira plus vers ça. C'est possible. En tout cas… Parce que Pogba reste quand même une clé importante pour cette équipe de United. Un Pogba qui est dans un bon jour, qui a envie, qui est en forme, ça peut faire la différence. Si on l'a vu. Voilà, c'est redevenu une pièce importante, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est aussi ça le bénéfice. Moi, je suis assez d'accord sur le fait que Fernandes a incontestablement apporté quelque chose. Il a bonifié tout le monde, y compris peut-être son entraîneur. C'est paradoxal, mais il a amené à l'entraîneur quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que je pensais il manquait quelqu'un dans cette équipe de Manchester à un moment donné à qui on pouvait
comment je veux dire ça, donner les clés de la pression, je vais dire ça comme ça, ce qui permettait de remettre d'autres joueurs dans un contexte un petit peu différent. Je pense à Pogba justement, où je pense que c'est jamais trop bon avec lui de compter que sur lui, là où Fernandes a pu mettre tout son charisme au service de l'équipe et rassurer les autres. Donc oui, c'est une équipe qui est en pleine ascension, c'est une équipe qui est invaincue à l'extérieur, il faut le rappeler quand même, qui va jouer probablement, là je rejoins ce que Christian nous a montré sur les attaques rapides, et ça me semble une évidence que cette équipe va jouer sur ces clés qu'elle utilise en déplacement et les certitudes qu'elle a dans ce domaine-là du jeu en tout cas. Bon, Christian, on va revenir sur Liverpool et sur l'efficacité offensive face aux 6 premiers du classement, donc face aux équipes qui sont en tête de ce championnat, dans le top 6 de ce championnat d'Angleterre. Oui, donc j'ai fait le même comparatif que le tableau précédent, mais seulement contre les équipes du top 6. Donc il faut quand même rappeler que c'est quand même Manchester City, Everton, Leicester et Tottenham, en plus des 2 équipes qu'on évoque maintenant. Et donc ils ont tous les 2 joué 4 matchs contre des équipes du top 6 cette saison. Donc, il y avait 12 points à prendre à chaque fois. Et là, Liverpool est en tête comparé à Manchester United. Ils ont pris 3 points de plus avec 8 points. Ils ont marqué 2 buts de plus aussi. Et là, on retrouve le même schéma, en fait, qui se passe dans l'ensemble de la saison. Et ça, c'est très intéressant. C'est les 4 buts sur jeu dominant placé pour Liverpool. Aucun but sur jeu dominant rapide, aucun but sur jeu direct et 3 buts sur phase arrêtée. Donc ça, c'est la conséquence de s'installer dans les 40 derniers mètres. Par contre, du côté de Manchester United, c'est le même schéma aussi. Ils ont une victoire en moins, et notamment avec cette défaite 1-6 face à Tottenham à domicile. Mais ils sont toujours dans ce même schéma où tout est très partagé. C'est-à-dire il y a du dominant placé, ça, ce qui est normal pour une équipe du top. Mais surtout, ils sont capables de surprendre en jeu dominant rapide avec des face-à-face et le jeu direct, la reconversion rapide. Et évidemment, il y a eu un penalty, mais il n'a pas servi à grand-chose puisque c'était les penalties lors de la défaite 1-6 à Tottenham. Mais c'est très intéressant de voir qu'on peut garder le même schéma malgré qu'on joue contre des équipes du top. Et ça peut être une clé très importante de match de ce dimanche. Voilà pour ce comparatif. Moi, je reviendrai quand même aussi sur les matchs disputés face aux membres du Big Six. Et je vois quand même que Manchester United n'a pas encore gagné face à un de ses grands rivaux historiques, avec notamment les défaites face à Tottenham et la défaite face à Arsenal. Les 2 partagent 2-0-0 aussi face à Manchester City et face à Chelsea. Est-ce que c'est le type de match qu'on peut aussi attendre dimanche avec une équipe de United qui va peut-être jouer pour 1 point, puisque avec 3 points d'avance sur Liverpool, c'est l'équipe qui a le moins besoin de gagner des 2. C'est juste que les gros matchs, et j'ajouterai également à Leipzig où ils sont battus. Donc c'est vrai que les gros matchs, ils n'ont pas bien su les négocier, mais moi, Jean-François en parlait tout à l'heure, il y a Pogba qui redevient un vrai footballeur, un compétiteur. Je pense que c'est le plus pour l'instant dans cette équipe parce qu'il est de nouveau ce joueur qui sait tout faire et qui le fait plutôt bien, qui est concerné. Il a marqué le but qui fait toute la différence à Burnley. Donc voilà, c'est peut-être le facteur plus par rapport au match contre les concurrents qui ont déjà été joués, c'est qu'on a un champion du monde qui rejoue comme un mec qui a une grosse influence sur non seulement le jeu, mais aussi le résultat de son équipe. Maintenant, ça ne garantit rien, mais ça change beaucoup de choses. Et ça peut laisser entrevoir pas mal de bonnes choses. Christian, on a déjà parlé du côté offensif de Liverpool. On va peut-être amener des données chiffrées à cela. On sait que cette équipe n'a pas marqué depuis 2 matchs en championnat, mais ça reste quand même une des équipes les plus efficaces du championnat. On se souvient quand même du 7-0 juste avant cette mauvaise série face à Aston Villa. Et Liverpool a déjà marqué 37 buts depuis le début de la saison. Alors donc pour compléter le tableau précédent, les 8 buts qui ont été marqués contre les équipes du top 6, voilà, on a montré qu'il y avait 4 buts qui étaient sur du jeu dominant placé. Voilà, ça c'est typiquement le jeu offensif de Liverpool, c'est-à-dire le passage par les flancs, les centres, et alors essayer de se retrouver toujours dans les 35 ou les 40 derniers mètres, avec profiter également de trois corners. Ça, c'est vraiment très important dans des matchs de haut niveau où c'est très serré. Les phases arrêtées peuvent être décisives. Et alors, ce qui est intéressant de voir dans ces 8 buts qui ont été marqués contre les équipes du top 6 actuelles, c'est que, comme vous pouvez le voir sur l'infographie à gauche, c'est que les 3 joueurs, le trio offensif
Salah, Firmino et Mané ont été efficaces dans ces matchs-là. Et ils ont marqué, je crois, 3, 2 et 1. Donc c'est intéressant de voir s'ils vont être performants, puisqu'ils n'ont pas été dans les derniers matchs, mais s'ils sont performants dans un top match de nouveau. Donc, pour être efficace, Liverpool a aussi besoin d'avoir un Robertson et un Trent Alexander-Arnold en forme et qui sont capables d'alimenter sur les flancs. Ouais, mais c'est ça. Vous avez remarqué un seul but venu de la droite. C'est pas normal. Alexander-Arnold, c'est un pourvoyeur de but. Il a été longtemps blessé. Il n'a pas encore retrouvé son niveau. C'est le genre de match où il peut redevenir ce joueur exceptionnel qu'il est. Je crois qu'on parlait tout à l'heure des blessures, de Diogo et tout ça, mais Alexander-Arnold qui n'est pas là, vous volez sur une aile, quoi. Il n'y a plus que Robertson qui centre 15 fois par match. Donc je pense que avec l'accumulation des matchs tous les 3 jours, c'est pas l'idéal pour revenir vraiment pour aussi bien avoir de la fraîcheur que du fond. Mais je pense que c'est le match idéal pour Alexander-Arnold pour redevenir ce qu'il était, c'est-à-dire à part De Bruyne, le meilleur donneur d'assists avec Robertson. Donc ça va rééquilibrer un peu le jeu offensif sur les flancs de Liverpool. Même si ça peut paraître étonnant, mais un match comme ça, alors on dit un footballeur monte toujours sur une pelouse pour gagner la rencontre auquel il va participer. Il n'empêche quand même, il y a sans doute dans ces matchs-là, dans ces matchs au sommet, dans ces matchs un peu particuliers, dans ces matchs terriblement médiatisés aussi, il y a ce petit supplément d'âme qui vient de l'état d'esprit, de la motivation. Et là, je rejoins le fait qu'un joueur peut sembler parfois un petit peu fatigué et se retrouver pour un événement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu de façon récurrente. Et pour rajouter sur les flancs de Liverpool, si Manchester a peut-être un petit avantage au niveau des attaques rapides, des reconversions, Liverpool a un avantage, semble-t-il aussi, au niveau de l'utilisation des flancs. Donc voilà, chacun devra faire jouer son avantage et essayer d'en tirer le meilleur profit possible. Christian, on a la même infographie, on vient de voir celle de Liverpool face au top 6, on a la même pour Manchester United. Et quel enseignement peut-on en tirer? Les 6 buts là, qui ont été marqués contre l'équipe du top 6, voilà, il y a des passages par l'axe, il y a des utilisations de combinaisons de passes plutôt que de centres, à part les 2 centres qui sont venus de la gauche. Mais on voit que, voilà, qu'il y a une légère différence dans les choix et dans l'efficacité. Il n'y a pas du tout d'efficacité sur phase arrêtée, comme j'ai dit dans l'infographie précédente. Ça peut être quelque chose qui peut jouer dans un match aussi serré. Donc, on va vraiment se retrouver, à mon avis, comme l'expliquait Jean-François. Voilà, il y a un passage par les flancs pour Liverpool. Il y aura plutôt un passage rapide avec des combinaisons de passes qui vient de l'axe. Et alors, attention aux phases arrêtées. Est-ce que c'est le genre de match pour Edinson Cavani? Ça reste une question de sensibilité, d'interprétation. Si vous me posez la question à moi, j'aime ce tempérament fougueux, j'aime le voir jouer. Donc voilà, simplement par affinité propre, oui, j'aimerais bien qu'il soit sur le terrain. En même temps, par rapport à ce qu'on a montré, je ne suis pas sûr qu'il y soit. C'est-à-dire qu'il y a sans doute d'autres armes à utiliser pour les transitions que Cavani. Mais bon, après, voilà, il y a de la qualité, il y a du noyau, et donc les choix seront faits évidemment par Solskjaer, qui connaît mieux que moi l'état de forme en plus de ces joueurs, la semaine qu'ils ont passée, la manière dont ils ont dormi, etc., etc. Je dirais que tous les matchs sont pour Cavani. Parce que Cavani, quel que soit le contexte, quelle que soit la température, quel que soit l'adversaire, Cavani, à chaque seconde, c'est un buteur, quoi. C'est un mec qui vient de nulle part, quoi. Qui commence sur le banc, qui commence comme titulaire. Ce mec invente des buts et ce mec, parfois, il se trébuche, il la met dedans. Donc, moi, je dirais que Cavani, c'est l'exemple type du joueur que tous les matchs sont pour lui et il peut très bien disparaître pendant un mois, quoi. Mais je veux dire, et c'est un mec, en général, quand il faut y aller, voilà, il est là. Donc, moi, je dirais que Cavani, c'est le genre de joueur qui, pour moi, tous les matchs sont pour lui, même si parfois il est transparent. Mais pour autant, Fred, on n'est pas sûr qu'il sera sur le terrain. On est bien d'accord. Absolument pas. Mais je veux dire, avoir un mec pareil, combien de fois déjà cette saison, quand il est monté au jeu, il a changé le cours du match. Absolument. Et je pense que mardi, il est titulaire. Il a passé le test d'un match en plein hiver, en déplacement à Burnley, un match compliqué face à une équipe quand même très physique et très directe. Il a passé le test, même si il a été bousculé. On l'a vu râler quelques fois sur l'arbitre, mais franchement, il a été bon. Et même défensivement, il était très présent. Il a donné absolument 100% de ses capacités pendant tout le match. Donc,
Ça peut être un indice. Pour moi, c'est une magnifique pioche et c'est là qu'on voit dans ces temps difficiles. Je pense que les clubs perdent 100 millions par mois, les clubs cumulés de Première Ligue. Donc, la puissance financière d'un club comme Manchester United qui peut aller chercher un Cavani parce qu'il a des problèmes, c'est bien la preuve que l'argent fait aussi le bonheur. On l'a bien compris, c'est un match au sommet, un véritable classique. C'est le retour de Manchester United en tête de la Première Ligue. C'est la deuxième fois en l'espace de 27 ans, on vous le rappelle, que Manchester et Liverpool vont s'affronter en étant les deux premiers, en occupant les deux premières places au classement. Alors, je ne vais pas vous demander de jouer au pronostic, ça peut être très hasardeux, mais si on compare les deux équipes poste pour poste, ligne par ligne, il y a plus de qualité du côté de Liverpool ou du côté de Manchester United. Je vais demander à chacun de répondre. Et ça change tous les 3 jours, nos constats. Et dans l'ensemble, dans le noyau, on va dire, dans les possibilités en tout cas pour Klopp et pour Solskjaer dimanche. Moi, je dirais dans le vécu et dans la façon d'aborder les grands matchs, je dirais Liverpool. Mais il y a la forme du moment, il y a surtout le mental, le moral du moment. Et là, c'est Manchester United qui est en pleine bourre. Cela dit, moi, je pense que le grand gagnant de ce match, ça risque fort d'être Manchester City, qui va profiter de tout cela. Parce que quand vous regardez le calendrier à venir, par exemple, de Manchester City, c'est Palace, Villa, Sheffield, WBA, Burnley. On parlait de la première place, on va en reparler dans 2-3 semaines. Oui, mais imaginons qu'United puisse aller gagner à Liverpool, ça ferait 6 points d'avance sur les Reds. Ça, ce serait quand même un coup énorme en Première Ligue, Jean-François. Absolument, voilà, ce sera un coup énorme. Mais bon, ça c'est la théorie, il faut le mettre en pratique maintenant. Donc ça, ce sera dimanche, évidemment, sur les antennes de Vous Sport World. J'ai simplement envie de dire pour cette rencontre que, mais comme je l'ai dit tout au début, et ce sera aussi mon mot de la fin, je me réjouis pour plusieurs choses, parce que c'est un match au sommet qui aura des grands joueurs. Et puis, ce sera une première aussi, puisque je commenterai la rencontre au service de Fred. Voilà, j'ai déjà accompagné Serge, j'ai déjà accompagné Bruno, et ce sera avec Fred cette fois-ci. Rien que pour ça, je pense que les gens ont envie de regarder. Prise d'antenne, on rappelle 17h15 pour un coup d'envoi à 17h30. Donc, vous aurez un quart d'heure pour bien préparer, pour remettre tout le contexte de cette rencontre. Et toute la charge est sur les épaules de Fred, qui mènera le truc, évidemment. Donc, voilà. J'adore assumer. Christian, alors votre avis sur cette rencontre de dimanche, quel type de match peut-on attendre par rapport à toutes les données qu'on a pu livrer durant cette émission? J'essaie d'observer les modèles. Voilà, on fait des observations, on regarde comment ça se passe, comment ça s'est passé. Et puis voilà, maintenant, je suppose qu'ils ont des staffs techniques qui sont compétents et ils savent mieux que nous ce qui va se passer chez l'adversaire. Et donc, c'est qui va contrer l'adversaire dans ses forces et qui va utiliser ses faiblesses. Et on verra à la fin des 90 minutes, mais dire à l'avance comme ça, on a vu que l'un passait par les flancs, l'autre passait dans le jeu rapide plus par l'axe. Est-ce que c'est ça qu'on va voir? Est-ce que ça sera une phase arrêtée en fin de compte? Peut-être une décision de l'arbitre pour un penalty de Fernandes? Non, pas l'arbitre, s'il vous plaît. Bon, ça peut arriver. On sait que ces deux équipes qui ont eu déjà pas mal de pénaltys. On parle beaucoup des pénaltys de Fernandes, mais ça là, on a déjà marqué 5 de mémoire aussi en Première Ligue cette saison. Bon, oui. Tout peut arriver. On pourra avoir un 0-0 avec deux équipes qui se neutralisent. Beaucoup de buts, beaucoup de pénaltys. C'est évidemment la merveilleuse incertitude de ce genre de match. En tout cas, c'est un match qu'on attend avec énormément d'impatience. On rappelle, coup d'envoi dimanche 17h30 avec une prise d'antenne à 17h15. Bon, il y aura d'autres matchs aussi. Vous pourrez voir toutes les rencontres de la 19e journée. C'est un petit peu compliqué pour le moment en Angleterre puisqu'on a commencé la 18e journée cette semaine. On la terminera la semaine prochaine. Et puis, il y a des matchs reportés pour le moment avec notamment Aston Villa-Everton qui devrait avoir lieu dimanche. Mais il y a toujours un gros point d'interrogation au moment où on enregistre. Donc, ça pourrait être reporté. Donc, il faut regarder quasiment le calendrier tous les jours. Mais en tout cas, ça reste un plaisir dans cette période toujours très compliquée, et surtout en Angleterre avec le nouveau lockdown, d'avoir de la Première Ligue quasiment tous les jours à l'antenne et de pouvoir suivre un championnat très excitant avec ce choc Liverpool-Manchester United. Merci Jean-François, merci Frédéric, merci Christian. On vous souhaite un très bon week-end de football anglais sur Vous Sport World et à très bientôt. Bye bye.